Non. Faut que je parte. Oh, il doit bien y avoir une porte de sortie. Mille pardons, Abba. Mais que voulez-vous dire? Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Vous êtes actuellement dans la malle de Sigmanville. Par Sigman. Oh, je me souviens, maintenant. Je sais, Abba, que je ne suis pas habilité à vous adresser la parole sans votre permission. Mais dans la mesure où vous êtes dans cette cabine, vous avez accepté une égalité provisoire. Et je meurs d'envie de vous poser une question. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Sam Lafouine. Oui. Eh bien? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre réponse au steward quand il a voulu s'assurer que vous aviez le droit d'occuper cette place. Me suis-je mépris? Ou lui avez-vous dit que vous étiez un tatou? Non, mais non, pas tatou, tchatou. La contraction de tout chatou. En fait, vous ne vous êtes pas tellement trompé aux yeux des professionnels. Un tchatou n'est guère supérieur à un tatou. Al-Yaro se pencha vers le hublot de l'astronef dans l'espoir de décourager les tentatives de conversation de son voisin. Il voyait se dessiner 6000 mètres plus bas la courbe du continent nord-américain, éblouissant flamboiement coupé ici et là de minces rubans d'obscurité. Et dire que, en 250 après Sigmen, le précurseur, soit à peine 3 siècles auparavant, 2750 après Jésus-Christ, ancien style, le continent entier n'était habité que par 2 millions d'êtres. Dans 50 ans, s'il ne survient pas quelque nouvelle catastrophe, du genre d'une guerre entre l'Union haïjassienne et les républiques israéliennes, la population de l'Amérique du Nord va s'élever à 14, peut-être même 15 milliards d'hommes. Ou même. Oh, quelle tristesse d'avoir dû quitter la réserve zoologique de la baie d'Hudson. Et qui sait quand je pourrais y retourner? La réserve de la baie d'Hudson. Des arbres, par milliers. Des montagnes, des grands lacs bleus, des oiseaux, des renards, des lapins, et même des lynx, ou dire des gardes forestiers. Il est vrai qu'ils ne vont pas tarder aussi à s'ajouter à l'interminable liste des espèces éteintes. Si seulement je n'avais pas terminé mes recherches sur les 20 habitants francophones de la réserve. Sigmen me vienne en aide. J'espère ne pas vous avoir offensé, mais je me demandais si... Non, ce qui me concerne, c'est Chib. Ah, tant mieux, tant mieux. Alors, m'en voudrez-vous si je vous pose une autre question? Non, du tout. Vous sembliez légèrement amer en constatant qu'aux yeux des professionnels, un tchatou n'avait guère plus de prestige qu'un tatou. Quel est exactement le travail d'un tchatou? Un tchatou, en dépit de son nom, n'embrasse pas la totalité des sciences. Il se confine à une discipline particulière, ce qui n'a rien à voir avec la spécialisation étroite de la plupart des autres professionnels. Moi, par exemple, je suis un tchatou linguiste. Mais au lieu d'être cantonné à un seul secteur de la recherche linguistique, j'ai une bonne vue d'ensemble de cette science en général. En fait, j'ai beaucoup de chance de m'occuper de cette matière. Si j'étais un tchatou médical, je serais débordé. Mesdames et messieurs, dans quelques secondes, nous allons atterrir à Sigmanville. Veuillez attacher vos ceintures. La décélération que vous allez constater est due aux aérofreins. Nous vous prions de ne plus bouger jusqu'à l'arrêt complet des réacteurs. Maintenant qu'il était plus près de la surface du sol, Yaro pouvait voir dans toute son étendue Sigmanville, anciennement Montréal, jusqu'au jour où 10 ans auparavant la capitale de l'Union haïjassienne, jusque-là située à Rek en Islande, y avait été transférée. La cité n'était pas un brasier de lumière homogène. On discernait par endroits des taches noires, qui étaient probablement des parcs, et une étroite ligne sinueuse et sombre, le fleuve Prophète, anciennement Saint-Laurent. Les palis avaient 500 mètres de haut. Chacun abritait au moins 100 000 personnes, et la ville proprement dite
comptait 300 édifices de cette taille. Comme Al Yarrow mettait le pied sur l'aire d'atterrissage, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Il sursauta et se retourna. L'homme portait un uniforme noir et bouffant, et sur sa poitrine étincelait l'image de l'ange Uzza. C'était un Uzzite. Vous êtes Al Yarrow? En effet. Suivez-moi. La pièce où Al pénétra était spacieuse. Au fond se dressait un vaste bureau en demi-lune, derrière lequel se tenait un homme dont la vue mit en déroute le calme de Yarrow. Il s'était attendu à être confronté à un agi de rang supérieur, mais cet homme n'était pas un Uzzite. Il était vêtu d'une ample robe courte à capuchon, et sur sa poitrine brillait un imposant lamec d'or, le L hébreu. C'était l'un des plus grands entre les grands, le chef des Uriélites. Halte, Yarrow. Faites tout ce que le Sandalphon MacNair vous dira de faire. Sans hésitation ni faux mouvement. Que pourrais-je faire d'autre? Approchez, Yarrow. Dites-moi, Yarrow, aimeriez-vous quitter cette vie? Ah, c'est bien, Yarrow. Qu'est-ce qui est bien, Sandalphon? Que vous ayez rougi au lieu de pâlir. Je sais lire dans les êtres, Yarrow. J'ai vu que vous n'étiez pas sur le point de vous évanouir d'effroi, mais que vous étiez prêt à nier, à discuter, à vous battre. Quand je vous ai demandé si vous aimeriez quitter cette vie, Yarrow, je n'entendais pas par là que vous fussiez candidat à l'enfer. Non. Quoique, à en juger par votre cotation morale, cela pourrait vous arriver bientôt si vous restez à votre niveau présent. Cependant, je ne doute pas que les choses s'amélioreront vite si l'offre que je compte vous faire vous agrée. Vous serez alors en contact avec beaucoup de gens Shib, et vous ne pourrez échapper à leur influence. La réalité engendre la réalité, ainsi parla Sigmen. Mais tout d'abord, vous allez jurer sur le Talmud d'Occident de ne répéter à personne et en aucune circonstance ce que vous entendrez dans ce bureau. Je le jure, par Sigmen le précurseur et tous les niveaux de la réalité. Bien. Il y a une centaine d'années, le premier vaisseau interstellaire de l'Union Aïjassienne quitta la Terre à destination d'Alpha du Centaure. Un astronef israélien partit également vers la même époque. L'un et l'autre revinrent, au bout de 20 années. Aucun des deux n'avait rencontré de planètes habitables. J'ignorais tout cela. Les gouvernements aïjassiens et israéliens ont gardé la chose secrète. Les Israéliens, à notre connaissance, n'ont pas lancé de nouveaux programmes interstellaires. Pour notre part, nous avons, en revanche, envoyé dans l'espace un vaisseau beaucoup plus petit et plus rapide. Cette expédition est rentrée, il y a quelques années, et a signalé qu'elle avait découvert une planète où des humains pourraient vivre, et qui déjà avait été habitée par des êtres intelligents. Comment le savez-vous? Pardonnez-moi, Sandalphon, mais c'était fatal. Le précurseur ne l'a-t-il pas prédit dans le monde et le temps réel? Je crois que la prophétie se trouve à la page 573. Je suis heureux que vos études des Écritures vous aient fait une impression si profonde. Aucun des deux n'avait rencontré de planètes habitables. J'ignorais tout cela. Les gouvernements aïjassiens et israéliens ont gardé la chose secrète. Les Israéliens, à notre connaissance, n'ont pas lancé de nouveaux programmes interstellaires. Pour notre part, nous avons, en revanche, envoyé dans l'espace un vaisseau beaucoup plus petit et plus rapide. Cette expédition est rentrée, il y a quelques années, et a signalé qu'elle avait découvert une planète où des humains pourraient vivre,
et qui déjà avait été habité par des êtres intelligents. Comment le savez-vous? Pardonnez-moi, Sandalphon, mais c'était fatal. Le précurseur ne l'a-t-il pas prédit dans le monde et le temps réel? Je crois que la prophétie se trouve à la page 573. Je suis heureux que vos études des Écritures vous aient fait une impression si profonde. Mon dos est encore zébré des cicatrices laissées par le fouet de Pornsen, mon agi. Je vous demande pardon, Sandalphon. L'expédition a-t-elle relevé des traces du passage du précurseur sur cette planète? Ou, mais peut-être est-ce trop demandé, y a-t-elle trouvé le précurseur en personne? Non. Elle avait seulement pour instruction d'effectuer une reconnaissance qui lui permette de rapporter suffisamment de renseignements et de documents pour que nous puissions mettre sur pied une expédition plus importante. Vous avez besoin d'un linguiste? Oui. Vous aurez pour tâche d'étudier la langue parlée par les habitants de Siddo, principale nation de la planète en question. Nous avons à peu près l'équivalence de 2000 mots sidonites et des éléments de syntaxe. À vous de vous débrouiller. 1 millier de... Pardon, Sandalphon, mais je viens de penser à quelque chose. Je suis marié. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y aura pas de femme à bord du Gabriel. Et pour les gens mariés, le divorce sera automatique. Le divorce? Vous êtes horrifiés, bien sûr, mais nous croyons, nous autres Uriélites, qu'il ressort du Talmud d'Occident que le précurseur, sachant que cette situation se présenterait un jour, a fait référence à la dissolution du lien conjugal et en a prévu les conditions. C'est inévitable dans le cas qui vous concerne, car les couples seront séparés pendant au moins 40 ans. J'accepte votre offre de partir, Sandalphon. Six mois après cette conversation, Al-Yaro, debout dans la coupole d'observation du vaisseau spatial, le Gabriel, contemplait la sphère terrestre qui rapetissait au-dessus de lui. Il avait de la peine pour sa femme, mais il devait lutter pour retenir ses larmes. En effet, dans quelques jours, elle serait informée que son mari avait trouvé la mort au cours d'un accident. Elle aurait 1 an pour choisir un nouveau compagnon sur la liste établie par son AGI. L'AGI, A-G-I, ou ange gardien intérimaire, 1 pour 25 familles, était chargé de surveiller ceux dont il avait la garde jusque dans les détails les plus intimes et les plus infimes de leur existence, et d'établir leur cotation morale dont dépendait leur avancement social. Le puissant État clérical, le clergétat, comme on l'appelait de manière fort économique, qui dirigeait l'Union haïjatienne, avait ainsi dans les AGI des agents extrêmement efficaces qui se relayaient jusqu'au sommet d'une société très rigide et hiérarchisée. Al se réjouissait de quitter cette société, et surtout celle de son AGI, Pornsen. Au moment où il songeait qu'il ne verrait plus ce visage adipeux, qu'il n'entendrait plus cette voix pleurarde. Al-Yaro, vous ici, mon pupille bien-aimé, mon éternelle épine dans le pied. Je ne savais pas que tu serais toi aussi de ce glorieux voyage, mais j'aurais dû le deviner. Il semble que nous soyons enchaînés l'un à l'autre par l'amour. Sigmen doit l'avoir prévu lui-même. Que l'amour soit sur toi, mon pupille. L'amour de Sigmen soit aussi sur vous, mon gardien. Quelle merveille que de voir votre chair, moi. Oui, je pensais que nous ne nous reverrions jamais plus. Al-Yaro fut l'un des premiers à quitter la chambre de suspension. Il y était resté 40 ans en état d'hibernation. Il accepta la chose intellectuellement, mais ne la crut jamais véritablement. Ni lui ni ses compagnons n'avaient physiquement changé. La seule modification était l'éclat plus intense de l'étoile vers laquelle se dirigeait le Gabriel. Elle finit par être l'objet le plus brillant de l'univers. Puis l'on distingua les planètes qui l'escortaient. Osagen, la 4e, grossit. Elle avait sensiblement la taille de la Terre. Lentement, et au prix d'une impressionnante dépense en carburant, car sa masse était immense, le Gabriel pénétra en douceur dans l'atmosphère de la planète et mit le cap sur la capitale de Siddo.
il se posa sans à-coups, tel un flocon de neige, dans un parc au cœur de la cité. Un parc? La ville tout entière en était un. Les bâtiments, dont certains possédaient 10 étages, étaient nombreux, mais si largement dispersés qu'ils ne donnaient pas une impression d'agglomérat. Bien, nous n'allons pas tarder à sortir de l'astronef. Je vous prie de rester à mes côtés pour le cas où je m'embrouillerai dans mon allocution au comité d'accueil. Le siddonite est une langue impossible. N'est-ce pas de ce point de vue-là une erreur d'avoir choisi Siddo, de préférence aux 20 autres pays qui se partagent cette planète, et dont les langues sont plus accessibles à nous autres terriens? Ah non! Non, le contact devait se faire avec la nation la plus puissante. Et Siddo occupe à elle seule l'un des 2 continents d'Azagen. De surcroît, ce continent n'a été découvert par les habitants actuels que depuis 700 ans. Ils l'ont trouvé occupé par des autochtones intelligents ressemblant de façon remarquable aux êtres humains. Je sais. Malheureusement, les Siddonites les ont exterminés au cours d'une guerre de 6 siècles. Il n'est pas exclu de trouver quelques survivants. Cela nous intéresse au plus haut point. Il eût été sans doute plus facile de communiquer avec des humanoïdes, mais j'avoue que Ces monstres. Non, ces indigènes, les Siddonites, m'intriguent davantage. Ressemblent-ils vraiment, comme le prétendent l'un de ceux qui ont découvert Ozagen, à ce personnage de notre littérature enfantine, le professeur Vogelbug? Vous n'allez pas tarder à être fixé. En tout cas, on ne le désigne plus à bord de l'astronef que sous le nom de Vogelbug. Et il semble que leurs organes de la parole diffèrent quelque peu des nôtres, et que les sons émis par eux et par nous soit dissemblable, ce qui peut rendre difficile notre compréhension mutuelle. Je ne pense pas, quant à moi, maîtriser le siddonite avant de longues années de vie parmi les indigènes. On ne vous demande pas cela. On vous demande seulement de comprendre et de parler suffisamment le siddonite pour l'enseigner à nos hommes, de façon à ce qu'ils puissent recueillir le maximum d'informations concernant les indigènes et leur civilisation. Je ne pense pas que nous ayons rien à redouter, mais il faut être tout à fait sûr que les apparences sont conformes à la réalité, et que leur technologie n'a pas été plus loin que les progrès réalisés sur Terre au XXe siècle après Jésus-Christ. Quatre mois après l'apparition du Gabriel dans le ciel de Siddo, 2 terriens, Ponsen et Al Yarrow, animés d'intentions sans doute amicales, selon l'optique Vogue, partirent en excursion accompagnés de 2 Vogelbug, eux aussi animés d'intentions sans doute amicales, selon l'optique terrienne. Ils ressemblaient en effet au professeur Vogelbug, ces 2 indigènes, avec leur corps replet et leurs membres relativement grêles. Leur bouche faisait 2 larges V superposés. Ils avaient des lèvres épaisses et lobulaires, 4 lèvres en fait. Dans un passé évolutif très reculé, ces lèvres étaient des bras modifiés. Lorsque les Vogues riaient, et que s'ouvraient leurs 2 V buccaux, les terriens étaient étonnés. Au lieu de dents, les indigènes avaient une arcade maxillaire crénelée. Un repli épidermique pendait à la voûte du palais, ancien épipharynx qui désormais n'était plus qu'une langue arrière vestigielle. Leur peau était aussi peu pigmentée que celle de Yarrow, mais là où l'épiderme du terrien était rosé, le leur était légèrement verdâtre. Enfin, leur front dégarni, leurs cheveux blonds, raides et tire-bouchonnés, qui se hérissaient derrière leur tête, accentuaient encore leur ressemblance avec le professeur Vogelbug, de même que le nez, dépourvu d'arête, et d'une longueur comique qui saillait tout droit au milieu de la figure. Nos 4 personnages, partis avec l'intention de visiter les ruines d'une ville construite 2000 ans auparavant par une race humanoïde désormais éteinte, se déplaçaient dans un véhicule dont l'apparence était fantastique aux yeux des humains. Mais qu'est-ce que vous avez dit, Zougou? Abdouda Yakou?
Zogo vous demande instamment de secouer la petite tige qui se trouve à votre droite. Ah. Mais pour faire parvenir plus d'alcool au carburateur. Ah, j'ai compris, docteur Fobo. Je vous remercie. 1000 pardons, cher Pansen, mais il faut que je secoue cette petite tige. Je crois préférable de laisser Zougou conduire cet engin. Si vous lui demandez de prendre le volant, il comprendra que vous n'avez pas confiance en moi, votre compatriote. Vous ne souhaitez pas lui donner l'idée que vous considérez un vogue comme supérieur à un être humain, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Non, Sigmund m'en préserve. Non, je ne songeais qu'à ton bien-être. Je me disais que tu étais peut-être fatigué de piloter depuis ce matin. Cette mécanique primitive est dangereuse. Oh, merci de l'amour que vous me prodiguez. Mais j'aime conduire cet engin cocasse et récalcitrant. Et puis c'est amusant d'être secoué, non? Non, je ne trouve pas. Dire que nous aurions pu effectuer tout ce trajet en quelques secondes, confortablement et silencieusement, par la voie des airs, si vous aviez consenti à prendre un module. Ah, pardonnez-moi, gardien cher à mon cœur, mais je vous ai déjà expliqué que dans une région aussi boisée, un véhicule terrestre était plus efficace pour l'espionnage qu'un véhicule aérien. Attention! Jean-Michel. Yaro. Chib. Ah bah. Tu n'es pas blessé? Oh non. Contusionné seulement. J'ai été projeté hors de la voiture. Et les deux vogues, que sont-ils devenus? Ils sont là à côté. Ils examinent ce maudit engin. Dis-moi, Yaro, comment expliques-tu cet accident? Je me suis écarté de la réalité. Ou plutôt, le régresseur qui m'habite m'a fait m'en écarter. Mon moi ténébreux m'a incité à précipiter l'avènement d'un pseudo-futur. Vraiment? Ton moi ténébreux, dis-tu? Le régresseur qui t'habite? Mais c'est ce que tu ne cesses de prétendre depuis que tu es capable de parler. Ne t'a-t-on pas appris que le régresseur, ce frère pervers du précurseur, ne peut rien contre toi, contre ton moi réel, Aliero, sans ton entière coopération? Oui, c'est aussi Chib que la main gauche du précurseur. Mais mon agi bien-aimé, vous oubliez quelque chose dans votre petit sermon. Que veux-tu dire? Que vous avez été, vous aussi, victime de cet accident, donc c'est votre faute autant que la mienne? Mais c'était toi qui conduisais. Ça ne change rien si j'en crois votre enseignement. Vous étiez d'accord pour être impliqué dans la collision. Tu as toujours montré des signes d'orgueil et d'indépendance, Aliaro. Quand j'ai appris que tu étais à bord du Gabriel, j'ai immédiatement compris que c'était la volonté perverse de te séparer de ta femme qui t'avait poussé. Taisez-vous! Mais comment as-tu cette audace? Moi, ton agi bien-aimé... Je vous répète, taisez-vous! J'en ai assez de vos jérémiades. Depuis des années, j'en ai assez. Toute ma vie, j'en ai eu assez. Je crois, mon fils, que c'est la colère et non la volonté de nuire qui nous a fait parler de la sorte. Pardonnons-nous mutuellement. Et au retour, nous laisserons les Huzites en dehors de cela. Si c'est Chib pour vous, c'est Chib aussi pour moi. Un conflit de personnalité, messieurs? Un désaccord? Une dispute? Non, rien de tout cela, nous avons juste été un peu secoués, c'est la réaction. Dites-moi, docteur Fobo, dans quel état est la voiture? Ah, elle est hors de service. Dites à Zougou que je suis désolé. Ne vous cassez pas la tête. Zougou se préparait à fabriquer un nouveau véhicule supérieur à celui-là. Sommes-nous encore loin de ces ruines humanoïdes? Non. Non, nous ne sommes plus qu'à 1 kilomètre, ou à peu près. La promenade à pied sera plaisante, revigorante. Et pourrons-nous au moins trouver un endroit pour dormir?
La nuit va tomber. Ne vous inquiétez pas. Les gardiens des ruines nous laisseront coucher dans l'une des salles de marbre de la cité. Eh bien, allons-y. Souyaro. Souyaro. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui m'appelle? La voix qui avait réveillé Hal semblait venir de la fenêtre qui s'ouvrait à 1 mètre au-dessus de lui. Tendant l'oreille, comme pour obliger cette voix à briser à nouveau le silence, il contempla l'étroit rectangle éclairé par une lune plus brillante que celle de la Terre. Soudain, il sursauta et se retourna de l'autre côté, en percevant un froissement étouffé derrière lui. Une bestiole de la taille d'un raton laveur se tenait sur le seuil de la porte. C'était une espèce d'arthropode inconnue sur la Terre. C'est la 6e fois que ces ignobles bêtes me réveillent. Mais vous n'avez qu'à débrancher votre bracelet d'alerte. Oui, pour que tu puisses sortir en cachette. Vous n'avez pas le droit de m'accuser. Le précurseur lui-même a dit que personne n'est sans reproche. Je me demande si ce qu'on prétend est exact. Que le précurseur en personne est peut-être sur cette planète. Qu'il nous surveille. Il a prophétisé. Souyaro. Vous faites-vous. Sefma. Jnedrastinak. Regardez de la fenêtre. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Pouvamos biotou. Et aux têtes. Silas. Foufnen. Vite. S'il vous plaît. Ébahi, mais aussi docile que si une pleine dose d'hypnolipine lui eût été administrée, Hal se dirigea vers la porte, évitant soigneusement de mettre en branle le système d'alarme fixé au poignet de Pornsen. Que dirait l'Agi, que ferait-il s'il savait qu'une femme était dehors? Une femme? Mais comment une femme pouvait-elle être là? Et quelle langue parlait-elle? Ce n'était pas du sidonite? Mais il avait l'impression étrange que cette langue lui était familière. Une fois dehors, Hal contourna le bâtiment. La femme n'était plus à la fenêtre. Elle se tenait dans l'ombre de la statue de la déesse à genoux qui se dressait à une 50aine de mètres de là. Hal s'avança vers elle, mais comprit soudain pourquoi elle se cachait. Phobo s'approchait d'un pas nonchalant. Shalom. Vous paraissez nerveux. Est-ce à cause de l'accident? Non, je ne pouvais pas dormir, c'est tout. J'ai eu envie d'admirer les ruines sous la lune. Elles sont grandioses, étranges et un peu tristes. Oui, elles sont fort curieuses. Naturellement, il y a quelque chose de presque personnel dans l'intérêt que je porte à cette race éteinte, car ces êtres étaient des mammifères, tout comme les terriens. Ce que je ne comprends pas, c'est que la population qui occupait cet immense continent avant que vous ne l'ayez découvert est entièrement disparue. Si ces créatures nous ressemblaient, elles auraient dû survivre. Et il est possible qu'il y ait quelques survivants dans les forêts et les jungles de l'intérieur. Mais à notre connaissance, les aborigènes sont tous morts au cours des guerres qui, pendant 6 siècles, les ont opposés à nous. Nous les avons vaincus parce que nous étions unis, tandis qu'ils s'entre-déchiraient tout en nous combattant. Nous leur avons fait des ouvertures de paix à de nombreuses reprises, qu'ils ont toujours repoussées. C'est pourquoi nous avons dû les exterminer. Mais je vous parlerai un autre jour de leur déclin et de leur chute. Pour le moment, je crois que je vais aller me coucher. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais me promener un peu. Eh bien, je vous laisse. Shalom. Aloha. Shalom. Je vais examiner cette statue là-bas.
Attention, ami. Ce monde est un monde sauvage et cruel. Surtout ici, dans cette région. Je ferai attention. Bosfa, Soyaro. Bosfa. Bosfa. Bonsoir. Mais vous parlez une langue que la minuscule communauté francophone de la réserve de la baie d'Hudson est la seule à parler sur Terre. C'est un français dégénéré. Vous sous Yaro, ça doit être... Levez-vous, monsieur Yaro, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ces sonorités me paraissaient si familières. Mais comment se fait-il que vous parliez une langue terrestre? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je m'appelle Jeannette Rastignac. Et je viens d'un plateau caché dans les montagnes tropicales du continent. Mes 3 sœurs et moi-même, nous sommes, je crois, les dernières survivantes de notre espèce. J'ai été capturée par une mission d'exploration et emmenée à Sido. Mais je me suis évadée. Et depuis, je me cache dans ces ruines et dans la forêt. Comment connaissez-vous mon nom? J'ai assisté à votre accident. Puis, je vous ai suivi et écouté. Parce que vous et l'autre homme, vous ressembliez à mon père. Il m'avait dit un jour que le peuple de Vubopfe était issu d'une autre planète. Vous deviez donc venir de cette planète-là. Enfin, je n'y comprends rien. Les ancêtres de votre père sont venus ici, sur Rosagen? Ah, vous n'y êtes pas du tout. Mon père, Jean-Jacques Rastignac, est né sur une autre planète, qui s'appelle Vubopfe. Une belle et grande planète. Mais ses ancêtres eux-mêmes avaient émigré d'une planète encore plus lointaine, à bord de 6 astronefs. Des colons terriens, alors. Mais notre histoire est muette sur ce point. Et puis il aurait fallu que ce soit des Français. Or, ce ne pouvait pas être des Canadiens français, car il n'en est resté qu'un nombre infime après la guerre apocalyptique. Et le dernier Européen parlant encore français est mort il y a 2 siècles et demi. En conséquence... Tout cela est déroutant, n'est-ce pas? Moi, je ne sais que ce que mon père m'a dit. Avec quelques habitants de Vubopfe, il a découvert Rosagen à l'occasion d'un voyage d'exploration. Ils se sont posés sur ce continent où le vaisseau s'est écrasé. Ses camarades ont été tués. Il a fait la connaissance de ma mère. Votre mère, mais j'y vois de moins en moins clair. C'était une indigène. Son peuple avait toujours vécu ici. C'est lui qui a édifié cette cité. Votre père était un terrien? Et vous êtes le fruit de son union avec une humanoïde osagénienne. C'est impossible. Il ne pouvait pas y avoir compatibilité entre les chromosomes de votre père et ceux de votre mère. Oh, mais ça m'est bien égal, vos chromosomes. Vous me voyez là, devant vos yeux, non? J'existe, oui ou non? Enfin, c'est pas... Non, je voulais pas dire... Il me semblait... Oh non, sauvez-moi. Oh, je n'en peux plus. Il faut que vous m'emmeniez avec vous. Oh, il faut que vous me sauviez. Écoutez-moi, Jeannette. Je dois rentrer à Sido dans la matinée. Vous allez m'attendre ici tous les soirs. Je ne sais pas quand je serai en mesure de prendre une vedette pour vous rejoindre. D'ici 3 semaines, je pense. Mais même si je tarde, attendez-moi. Hein? Je viendrai. Êtes-vous capable de vous cacher et d'attendre? Oh, vie. 15 jours plus tard, la nuit, Yaro quitta le Gabriel à bord d'un module et prit la direction de la cité en ruine. Jeannette? 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 C'est moi, ton ami Aliaro. Jeannette? Mais où es-tu? Oh. Oh, loué soit la grande-mère. Oh, je t'ai attendu toutes les nuits. Oh, je savais que tu viendrais. Oui, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Viens. Voilà, tiens. Voilà la vedette, allez, monte. Oh, tu vas croire que je suis lâche. Mais je n'ai jamais été dans une machine volante. Oh, quitter le sol... Oh, écoute, allez, dépêche-toi. Monte, allez.
mais Aliaro, je n'avais pas vu ton visage. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Je n'avais qu'un seul moyen à ma disposition pour quitter notre astronef et obtenir un logement à Site-d'eau où je puisse te cacher, me porter volontaire pour le Grand Est. Vous, Tess. Et sous c'est? L'unique moyen de ne plus avoir constamment un agi derrière le dos. Une fois qu'on l'a passé, on est pur, on est au-dessus de tout soupçon. Enfin, théoriquement, tout au moins. Les Uriélites et les Udzites doivent tous passer par là pour avoir de l'avancement. Les Uriélites? Les Udzites? Les prêtres et les policiers, si tu veux. Le lendemain de ma demande, j'ai reçu l'ordre de me présenter au laboratoire psychologique. Je suis allé dans ma cabine et j'ai pris un flacon de nourriture des prophètes. Kfé? C'est une poudre à base de péyote, une drogue que tout le monde prend pendant la période de purification. Celle-ci dure 2 jours. On s'enferme dans une cellule, on jeûne, on prie, on se fait flageller par des fouets électriques et l'on a des visions provoquées par la faim et cette drogue. Mais moi, j'avais remplacé la nourriture des prophètes par un autre produit que j'avais secrètement préparé avant de quitter la Terre. Le virus de la gourme martienne. Et sous c'est? Une maladie qui a la propriété de rendre celui qui en est atteint temporairement invulnérable aux effets de l'hypnolipine. Oh là là, moi j'ai du mal à te suivre. Bon, je vais te parler plus lentement. L'hypnolipine est la plus courante des drogues de vérité. Ben, tu vas comprendre. La première journée du Grand Est n'a rien de terrible. J'ai subi un examen écrit et oral qui a duré 24 heures. Le jour suivant, je me suis levé tôt, j'ai pris un bain et j'ai gagné la cellule de purification. J'y suis resté enfermé 2 jours, seul, allongé sur un lit. De temps en temps, je m'injectais une dose de ce virus. Je n'eus aucune vision. En revanche, j'eus une violente crise de gourme. À la fin de la période de purification, je me levais, m'habillais et mangeais le repas cérémonial composé de sauterelles et de miel. Oh, quoi? Quoi, c'est pas si mauvais que ça, les sauterelles? Oh non, c'est délicieux. C'est le mélange avec le miel qui m'écœure. Tiens, nous approchons. Allez, enfile cette cape et mets ce masque nocturne, tu passeras pour un vogue. Un vogue? Oui, un Sidonie, si tu veux. Ah, mais pourquoi les appelez-vous ainsi? C'est le diminutif de Vogelbug. Nous les avons surnommés ainsi parce que ces monstres ressemblent à un personnage d'un livre d'enfants fameux chez nous, le professeur Vogelbug. Bon, bah continue ton histoire. Le Sandalphon McNeff est entré. J'étais assis dans un fauteuil, le corps hérissé de fils électriques, des aiguilles enfoncées dans les bras et dans le dos. On m'a administré l'hypnolipine, les lumières se sont éteintes. Quand tu es sous l'influence du sérum, tout ce que tu as fait ou pensé de mal, tous tes doutes quant à la réalité des doctrines du précurseur, toute cette lie se libère et bouillonne. Et moi je mentais, Jeannette. Tu m'entends? Je mentais. Mon mensonge suprême a été de prétendre que le précurseur en personne se manifesterait sur Osagen et visiterait le Sandalphon McNeff. L'événement est censé avoir lieu dans 1 an. Wal, mais pourquoi leur as-tu raconté cela? Pour gagner du temps. Jamais l'expédition ne laissera échapper l'occasion de voir Sigmen en chair et en os. Et après? Ben, nous verrons. Et tu as fait tout cela pour moi? Attention. Nous arrivons au-dessus de la demeure de Phobo. C'est là que nous logeons. Prépare-toi à sortir rapidement. Voilà, nous y sommes, c'est au premier. Bon, alors, la clé. Oh, mais par Sigmen, où ai-je mis cette clé? Ah, bah voilà, tiens. Oh non, non, attends avant d'entrer, Al. Tu n'as pas oublié quelque chose? Précurseur, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est grave? Non, mais je pensais seulement que selon la coutume terrienne, l'homme portait sa femme dans ses bras pour lui faire franchir le seuil. Enfin, c'est ce que mon père m'a raconté. Ah bah, tu es bien sûr de toi. Allez, hop. Voilà. Tu es satisfaite? Oh oui.
Alors je reviendrai le plus tôt possible. Si quelqu'un frappe ou essaye de rentrer, cache-toi, tiens, dans ce placard-là. Ne fais pas de bruit. Et garde un silence total jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est moi. Moi aussi. Une heure plus tard, comme Al Yarrow s'apprêtait à grimper dans le module qui devait le ramener auprès de Jeannette. Petite minute, mon fils. Repars-tu pour la cité? Chib. Chib. Eh bien, nous ferons la route ensemble. J'ai un appartement dans la même maison que toi, au 3e, mitoyen de celui de Phobos. Qu'en dis-tu? Je ne dis rien. Ah ben, rien du tout. Arrivé à destination, Al entra le premier. Briser l'étiquette et manifester ainsi son mépris envers Pornsen lui apportait une légère satisfaction. Au moment d'ouvrir la porte, il s'arrêta. Cher ange gardien. Oui? Vous ne voulez pas faire une visite domiciliaire pour le cas où une femme serait cachée chez moi? Yarrow, s'il existe un être irréel au monde, c'est bien toi. Je me moque de la place que tu occupes dans la hiérarchie. Tu n'es pas Chib. Tu es rempli d'arrogance. Et moi j'estime que vous êtes un affreux et nocif petit mâle blanc sur le derrière du clergétat. Un bubon qu'il faudrait faire crever. Tu es un monstre. Je ne sais ce qui me retient de te dénoncer. Une odeur de steak. Oh, je lui avais pourtant recommandé de rester caché. Oh, mais tu m'as fait peur. Mais j'ai mené une existence si précaire, craignant toujours d'être capturé par les Sidonites, que le moindre bruit m'affole. Et moi qui les croyais doux et amicaux. Oh, ils n'étaient pas si cruels. En fait, ils étaient même gentils. Ils me donnaient tout ce que je voulais, sauf la liberté. Mais pourquoi t'ont-ils gardé prisonnière pendant 2 ans? Ils se disaient qu'il restait peut-être encore des mâles de ma race dans la jungle, et que je risquais d'avoir des enfants si je retournais auprès de mes sœurs. Oui, ils ont terriblement peur que nous nous multiplions et que nous redevenions forts. Oh, ils n'aiment pas la guerre. Ce sont des êtres étranges, mais finalement plus proches de l'insecte que de l'homme. À chaque fois que je pense que leurs lèvres étaient des bras modifiés... Mais enfin, qu'est-ce qu'un homme? Un être pensant? Un vogue aussi est un être pensant. Donc le vogue est un homme, n'est-ce pas? Ne discutons pas. Hein? Ouais. Si on mangeait. Oui, oui, c'est prêt. Tu vas voir si je suis une bonne cuisinière. Tiens, mets ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vois bien une coiffure. Allez, fais comme moi, mets-la sur ta tête. Pourquoi? Faut que nous ne puissions pas nous voir pendant que nous mangeons, voyons. Mais... Il y a assez d'espace entre le voile et le visage pour manipuler la fourchette ou la cuillère. Enfin, pourquoi? Mais je viens de te le dire. Pour que nous ne puissions pas nous voir manger. Mais ça te rendrait malade de me voir manger? Ah, naturellement. Pourquoi naturellement? Enfin, c'est un acte, je sais pas, moi, si bestial. Enfin, je ne pourrais pas manger avec ça devant le visage. Hein. C'est humiliant. Il faut que je mette mon voile de repas, sinon je ne pourrai pas garder ma nourriture. Comme tu voudras, Al. Mais je crois qu'il sera nécessaire d'en reparler plus tard. Oh. Oh, Jeannette. C'est si bon que j'ai presque l'impression de commettre un péché en me régalant de la sorte. Ma tante m'a donné une bonne éducation. Chez nous, on apprend aux filles dès leur plus jeune âge à faire tout ce qui peut donner du plaisir à un homme. Tout. Tu sais que tu as d'extraordinaires facultés de mimétisme. J'ai observé ta façon de copier mes gestes et d'imiter ma manière de parler. Tu n'as aucun accent. On peut dire que du jour au lendemain, tu t'es exprimé aussi bien que moi dans ma propre langue. Comme tu dis, c'est un instinct d'imitation. Ah, mon amour,
Si nous avions quelque chose à boire, la soirée serait parfaite. De l'alcool? Mais grand Sigmund, nous ne buvons pas, mon petit. C'est une des coutumes les plus répugnantes. Excuse-moi, mais boire de l'alcool est interdit par la religion. Oh, mais tu ne comprends pas. Cela m'est nécessaire, indispensable. Mais pourquoi? Parce que, pendant ma captivité, mes geôliers me donnaient de l'alcool. Ces sales insectes. Non. Je m'ennuyais tellement. Cela m'aidait à passer le temps. Mais, sans m'en apercevoir, je suis devenue alcoolique. Voilà pourquoi il faut que je boive. Enfin, plus tard, peut-être, j'essaierai de m'en passer. Avec ton aide, je suis sûre d'y arriver. Enfin, où veux-tu que je trouve de l'alcool? Peut-être Phobo pourra-t-il t'en fournir? Phobo a participé à ta capture. Ne se doutera-t-il pas de quelque chose si je viens lui demander de l'alcool? Et il pensera que c'est pour toi. Soit. Mais ça me fait mal qu'on puisse croire que je bois, même un vogue. Faut-il vraiment que je te laisse? Tu ne peux pas te passer d'alcool? Hein? Rien que ce soir. Demain, je t'en apporterai. Oh, mon amour, mais comme je le désirerais. Oh, mais non, je ne peux pas. C'est la vérité, je ne peux pas. Je te crois. Dépêche-toi, je t'attends. Oui. Bonsoir, docteur. Al-Yarro, soyez le bienvenu. Mais entrez donc. Merci. Quel bon vent vous amène. Je vous aurais bien proposé un verre, mais je suis complètement à court. Ah, justement... Et quoi, vous avez l'air contrarié. Oui. Où puis-je trouver une petite bouteille de liqueur? Quoi, vous avez besoin d'alcool? Chib. Venez avec moi. La taverne la plus proche est un bouge de bas étage. Et moi aussi, j'ai besoin de boire quelque chose de fort pour me remettre. Voyez-vous, dans mon métier d'empatiste, je soigne un très grand nombre de névropathes ou de psychopathes. Et je suis obligé de me mettre dans leur peau, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, d'éprouver les mêmes émotions qu'eux-mêmes ressentent. Mais comment est-ce possible? Eh bien, grâce aux 2 antennes ultrasensibles dissimulées à l'intérieur de notre nez et qui sont capables de déceler les caractéristiques des émotions du patient. Ah, et cela me permet parfois de le guérir. Tenez, prenez ce masque de Vogue, puisque c'est le surnom que vous nous donnez. Je vais aussi en mettre un. Voilà. Les Sidonites de la bonne société se masquent quand ils ont envie de... Comment dites-vous quand quelqu'un de bien se rend dans de mauvais lieux pour se divertir? On dit qu'ils s'encanaillent. Et voilà, c'est ça. Généralement, je ne me masque pas. Seulement ce soir, dans la mesure où vous êtes pardonnez-moi, un sans-nez, je pense que pour vous, un masque sera plus reposant. Je vous ai vu prendre un pistolet et une épée en même temps que votre masque. Que craignez-vous? Oh, il n'y a pas énormément de danger, mais mieux vaut être prudent. Vous rappelez-vous ce que je vous disais lorsque nous avons visité les ruines? Oui, vous me mettiez en garde. Ouais. Les insectes de cette planète se sont infiniment plus développés et spécialisés que ceux de votre monde, à en croire vos descriptions. Il y a dans nos villes des parasites qui s'attaquent à nous, des êtres qui se cachent dans les égouts, dans les caves, dans les arbres creux, dans des trous, et qui rôdent la nuit. Les rues sont bien éclairées et surveillées, mais elles sont souvent séparées par des étendues boisées, tenues comme celles que nous sommes en train de traverser. Mais rassurez-vous, nous ne sommes plus loin. Vous voyez cette enseigne lumineuse, là au bout de l'allée? Oui, je peux même vous en traduire les idéogrammes. Chez Duroku, la vallée heureuse. Bravo! Eh bien, c'est là que nous allons. Gardez votre masque. Les terriens sont encore des objets de curiosité. Mais ni vous ni moi n'avons envie de passer la soirée à répondre aux questions ou à boire des consommations qu'il nous sera impossible de refuser. Oui, vous avez raison.
Voyons, qu'est-ce que je vous commande? Oh, la même chose que vous. Très bien. Attendez-moi un instant. Je reviens avec nos verres pleins et 2 bouteilles à emporter. Tenez, humez-moi ça. Ça sent l'alcool, hein? Et quel alcool! C'est aussi bon quand ça remonte que quand ça descend. Mais vous ne buvez pas. Oh, pardonnez-moi. Ah, c'est bon, n'est-ce pas, hein? C'est bon, hein? Ah oui, c'est très, très, très bon. Encore un autre? Non, merci. Peut-on s'en aller? Je ne me sens pas dans mon assiette. À cause de cette atmosphère confinée, sans doute. Ou de quelque chose. Probablement de quelque chose d'autre. Regardez ce petit Vogue qui vient d'entrer, le visage masqué et enveloppé d'une cape bleue. Bronson. Il faut absolument que je disparaisse. Ne vous agitez pas, il ne peut pas vous reconnaître. Regardez plutôt ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il soulève les masques des Vogue. Ah, ce petit jeu ne va pas durer longtemps. Et pour qui prend-il les Sidonites? Pour une bande de souris? Ah, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Ça n'a pas tardé. Le voici, comment dites-vous, au tapis. Allez vite, mettez votre bouteille dans la poche et filez par cette porte. Dans un instant, ce sera la bagarre générale. Yao! C'est pas la peine de courir. Je t'ai vu dans la taverne. Cette fois, tu ne t'en tireras pas. Laissez-moi tranquille. Tu as bu. Je sais que tu as bu. Oui, et quoi encore? Comme si c'était pas suffisant, hein. À moins que tu ne caches quelque chose chez toi. C'est bien possible. Peut-être que l'appartement est plein de bouteilles. Viens, nous allons y jeter un coup d'œil. Si vous voulez. Mais bien sûr que je veux. Avance, espèce d'ivrogne. Qu'est-ce que c'est? Un insecte répugnant marchait sur eux. 2 bras vestigiels frémissaient de part et d'autre de la bouche, au-dessus de laquelle pointait une trompe. Attention! Bronson, recroquevillé sur lui-même, gisait dans l'allée, les yeux en partie brûlés par un jet d'acide que le monstre avait projeté sur lui. Bronson, c'est moi, Hal. Conduis-moi, Gabriel, mon fils. Ne me laisse pas souffrir. Je t'aime. Pouvez-vous marcher? J'essaierai. Prenez ma main, je vous guiderai. Oh, mes yeux. Je suis aveugle. On vous greffera de nouveaux yeux. Dans 2 semaines, vous serez guéri. Oh. Hal, tu entends? Oui. C'est tout près. Tu vois ce que c'est? Ce sont des insectes. Des espèces de fourmis grosses comme des rats, qui grouillent sur une charogne, en travers du chemin. Et ces bruits? Le claquement de leurs mandibules, et le sifflement de l'air qui s'échappe de la poche respiratoire par laquelle s'achève leur tête. Ce sont d'horribles bêtes. Oh, ne me quitte pas, Yaro. Je suis aveugle. Ne me laisse pas à la merci de ces monstres. Et pourquoi pas? Je sais que vous me dénoncerez. Non, je ne te trahirai pas. N'ai-je jamais manqué à une promesse que je t'ai faite? Non, je t'aime. Les seules promesses que tu m'aies jamais faites, ça a été de me fouetter. Pour
Pourquoi n'es-tu pas mort tout à l'heure? Non. Débrouille-toi tout seul. Où es-tu? Non, reviens, je t'en supplie. Reviens. Al. Au secours! Au secours! Le lendemain, quand Yarrow regagna le Gabriel, il alla voir Turnboy, le chatou historien. Shalom, Abba. Que puis-je pour vous? Oh, une petite question me préoccupe. Auriez-vous par hasard eu connaissance d'une tentative d'émigration spatiale sous pavillon français après la guerre apocalyptique? Mais oui. Les Français survivants se sont regroupés dans la région de la Loire, après le conflit, pour former le noyau de ce qui aurait pu devenir une nouvelle France. Mais les colonies d'Islande établies au nord de la France et celles d'Israël au sud, qui les unes comme les autres se développaient rapidement, ont encerclé la Loire. Et la Nouvelle-France s'est trouvée comme étranglée. C'est alors qu'un groupe de Français a quitté la Terre en quête d'une autre patrie à bord de 6 astronefs. Et sait-on ce qu'ils sont devenus? Non, personne ne le sait. Eh bien, je vous remercie, Turnboy. Vous allez à la salle de conférence? Oui, la séance doit être commencée maintenant. Comme vous le savez tous, l'astronef est parfaitement protégé contre toute tentative d'attaque ouverte ou sournoise, car notre technologie surclasse très nettement celle des Vogue, et même si le régresseur leur inspirait une adresse surhumaine et qu'ils parviennent à se rendre maître du vaisseau, ce serait encore un échec pour eux. L'officier de garde appuierait sur un certain bouton et une bombe H anéantirait l'astronef et par la même occasion la cité de Siddo. Chose plus importante encore, elle ferait exploser 10 bombes au cobalt dont les radiations anéantiraient toute vie intelligente sur Osagen. Il est bien évident qu'alors il faudrait attendre des siècles, 1000 ans peut-être, avant que la végétation reprenne ses droits et que nous puissions coloniser Osagen. J'ajouterai que je voudrais pouvoir mettre les Siddonites en face de cette réalité pour les dissuader de nous attaquer. Malheureusement, cela nuirait aux bonnes relations que nous entretenons présentement avec eux, et nous serions peut-être alors contraints de déclencher le projet osagénien avant d'être prêts. Voilà, messieurs, tout ce que j'avais à vous dire. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? C'est bien, vous pouvez vous retirer. Al-Yarrow. Oui, Sandalphon. En tant que fils spirituel de Ponsen, vous avez été chargé de vous occuper des funérailles, que nous lui ferons comme à une victime de guerre morte au champ d'honneur. Bien, Sandalphon. Jeannette! Jeannette! Bon, Yomoshi, viens vite dans la cuisine, j'ai quelque chose sur le feu. Oui. Oh, ça sent bon. Ah oui, tu peux le dire. Tu n'as sûrement jamais rien mangé d'aussi bon. Ma tante... Qui t'a appris à faire si bien la cuisine? Mais dis-moi, pourquoi ta tante et non ta mère? Ma mère est morte.
en me mettant au monde. Mon père mourut plus tard. Enfin, tout au moins nous le tenons pour mort, mes sœurs, mes cousines et moi. Un jour, il est parti à la chasse et il n'est jamais revenu. Tu me parles maintenant de tes cousines, mais qui étaient les pères de tes cousines? Jean Rastignac, mon propre père. Il était à la fois le mari de ma mère et de mes 3 tantes. Oh! Que veux-tu? Comme je te l'ai dit, tous les mâles de notre race étaient morts, bien avant l'arrivée de mon père. Nous étions les dernières survivantes. C'est pourquoi, quand les Vogues m'ont attrapée, ils m'ont considérée comme une curiosité. Motiu, ces tests, des questions, toujours des questions. Ton ami Phobo me demandait toutes sortes de choses. Il m'a fait examiner par des tas d'appareils. Ses collègues et lui m'ont montré mon squelette, mes organes, tout, absolument tout. Quoi, les Vogues posséderaient des appareils à rayons X? Jusqu'ici, nous n'en avons pas vu. Si les Vogues les dissimulent, serait-ce que ceci dénoterait une technologie beaucoup plus avancée? Il faudrait que j'en informe McNeff. Pourquoi raconter cela à McNeff? Laisse faire, et fuyons tous les deux. Enfin, il s'agit de mon peuple, de mes compatriotes. Nous sommes des Sigménites, comment pourrais-je les trahir? Tu trahis déjà les tiens en me gardant chez toi. Oui, je sais. Mais c'est pas une vraie trahison. En quoi le fait de te cacher peut-il leur nuire? Et quant à moi, je n'ai rien fait de mieux de toute ma vie. Ah, mais pour cela, tu as droit à un baiser. Oh, mais tu es un homme, pas une colonne de marbre. Toi aussi. Embrasse-moi. Oh, mais pas si fort. Sois doux. Il faut que tes lèvres se mêlent aux miennes. Comme cela. Tu vois? Oh, Jeannette. Je t'aime. Je t'aime. Eh bien, passons à table. Le repas est prêt. Quand nous aurons dîné, nous boirons et nous parlerons de nous. Ensuite, nous ferons tout ce que nous aurons envie de faire. Mon amour, tu veux boire? J'aime pas l'alcool. L'odeur me rend malade. J'y ai ajouté un liquide de ma fabrication qui en change l'odeur et le goût. Bois, tu verras, c'est très frais. C'est vrai. Ton breuvage a même un goût de raisin. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Phobo m'a fait boire à la taverne. Ah, cher Phobo, c'est à lui que je dois cette bouteille. Et dire qu'il a même reçu des coups au cours de la bagarre qui a éclaté. Ah, c'est un véritable ami. Et toi? Est-ce que tu aimes Phobo? Bien sûr. Cet insecte est tellement humain par certains aspects. J'ai beaucoup de peine en pensant à ce qui l'attend. Hélas, je ne peux pas l'avertir. Que veux-tu dire? Écoute, nos spécialistes travaillent nuit et jour sur des échantillons de sang de Vogelbug. Ils espèrent créer un semi-virus artificiel qui se fixera aux cellules vertes du sang des Vogues et modifiera les propriétés électrophorétiques des cellules. Que se passera-t-il alors? Ils mourront tous. C'est une forme de ce semi-virus artificiel qui a décimé la population de la Terre pendant la guerre apocalyptique. Mais il y a eu des survivants. Oui, 1 million de personnes à peu près sur chaque continent. Sans doute à cause de vents favorables. De vent? Et oui, de vent. Parce que ce sont des colons, descendants de terriens établis sur Mars, qui ont lâché des milliards de ces virus dans l'atmosphère terrestre, à partir de vaisseaux croisant dans l'espace. Et ces invisibles amas de protéines ont dérivé au gré des courants aériens. Ainsi les îles Hawaï et l'Islande échappèrent à la catastrophe. Israël aussi, comme si la main de Dieu l'avait protégé. Par la suite, ces groupes de nations essaimèrent hors de leurs frontières, absorbant les survivants dans les zones dont ils s'emparaient. Tu veux dire que ce qui est arrivé sur Terre va arriver ici, sur cette planète? Oui. Au moment voulu, le Gabriel crachera des missiles remplis de cette charge de mort. Seulement les virus seront adaptés au sang des Osagéniens. Les missiles tourneront autour de la planète, semant une invisible moisson de mort, et partout, partout... Chut! Alors, je ne sais pas ce que sont que les protéines et ces propriétés électrofrénétiques. Mais ce que je sais, c'est que tu as peur. Et je te délivrerai de cette peur.
Rien n'existe en dehors de nous. Je t'aime, Al. Et nous n'avons pas à nous soucier du reste du monde pour le moment présent. Oublie-le entre mes bras. Mais pourquoi fais-tu cela? Mais nous n'avons pas besoin de lumière. Moi, j'en ai besoin. Il faut que je puisse te voir tout le temps. Voilà. Jeannette, il ne faut pas de lumière. Si. S'il faut que je te voie. Surtout quand ce sera le moment. Jusqu'au bout, elle garda les yeux ouverts, comme si elle essayait de graver à jamais les traits de son amant sur chacune des cellules de son corps. Il remarqua sans en avoir conscience que les pupilles de Jeannette s'étaient contractées. Elles étaient minuscules comme des têtes d'épingle. Oui, on boit beaucoup sur Osagen, mais ce n'est pas bien grave. Les alcooliques sont peu nombreux et une cure empathique complétée par des soins médicaux, évidemment, suffit à leur restituer leur équilibre. Pourquoi ne me permettez-vous pas de vous traiter par empathie? Je regrette, mais mon gouvernement interdit cette pratique. Mais il vous interdit également de toucher à l'alcool, et cela ne vous empêche pas d'en boire. Non, écoutez, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un produit qui s'appelle l'euphorine. On le mélange à la ration quotidienne d'alcool. Progressivement, on augmente la dose et on diminue l'alcool. Et il est très rare que la personne ainsi traitée s'aperçoive de quelque chose. À la longue, le buveur triomphe de son intoxication alcoolique. Mais je vous remercie, Phobo. Au revoir. Au revoir. Al regagna son appartement avec le flacon. Chaque jour, il mêla soigneusement et progressivement la dose d'euphorine à l'alcool qu'il rapportait à Jeannette. Une chose cependant l'intriguait. Bonjour, mon chéri. Bonjour, Jeannette. Regarde tout ce que j'ai dû acheter. Depuis quelque temps, tu fais une de ces consommations de nourriture. Tu manges pour 2, ou pour 3 peut-être. Oh, mon amour! Oh, tu ne sais pas ce que tu dis. Je le sais parfaitement. Il y a longtemps que j'y pense. Mais je gardais le silence pour ne pas t'importuner. Es-tu enceinte? Oh non, c'est impossible. C'est pourquoi nous n'utilisons aucun moyen contraceptif. Oui, mais ce n'est pas possible. Je le sais. On ne m'en demande pas la raison. Elle ne parle plus jamais de cela, même pour rire. Pourquoi? Tu ne peux pas avoir d'enfant? Oh, je te dis que je sais que je ne peux pas en avoir. C'est tout. Soyons réalistes, ma chérie. Il se peut que tu sois stérile. Bon, et alors? Le précurseur sait que notre situation est assez délicate sans qu'il nous faille en plus un bébé pour la compliquer davantage. 1 mois se passa. Al observait Jeannette avec attention. Ce qu'elle pouvait manger était incroyable. Néanmoins, rien ne se produisait. Et Yarrow mit ce mystère sur le compte de son ignorance du métabolisme de Jeannette. Un autre mois s'écoula. Ce jour-là, comme il quittait la bibliothèque du Gabriel, Turnboy, le chatou historien, vint à sa rencontre. Il paraît que les techniciens ont enfin réussi à synthétiser la molécule antiglobine. Cette fois, je crois qu'il ne s'agit pas d'un faux bruit. On commencerait déjà à fabriquer le virus en série. D'ici à une semaine, il y en aura suffisamment pour charger les 6 torpilles disséminatrices et anéantir sitôt. Sim. Mais qu'avez-vous? Vous semblez troublé. Oh non, je ne suis pas troublé. Au contraire, je me réjouis que le projet ossagénien arrive enfin à son terme. Où allez-vous? Je rentre chez moi. Jeannette? Jeannette? Chérie.
Tu es au lit? Mais qu'y a-t-il? Oh, je ne sais pas. Mais depuis 15 jours, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas voulu t'inquiéter. Je pensais que c'était fini. Mais aujourd'hui, j'allais si mal que j'étais obligée de me recoucher. Oh, touche mon front. Oh, mais ton front est brûlant. Et ta peau sèche et rugueuse, tu as sûrement beaucoup de fièvre. Eh bien, on va te guérir. Et c'est important que tu guérisses vite parce que nous partons. Nous partons? Oui, je te ramène dans ta famille, auprès de tes sœurs. Oh, Al. Oh, c'est trop beau. Mais comment feras-tu? Tout simplement en m'emparant d'un module. Oh. Tu dois vraiment m'aimer très fort. Bien sûr que je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu pleures? Oh, je me sens si mal. Oh. Même l'alcool ne me fait plus envie. Oh, Al. Al. J'ai peur de ne pas arriver jusque chez moi. Ne dis pas de bêtises. Je vais te chercher de l'aspirine pour faire tomber ta fièvre. Et dans 2 heures, tu réclameras un steak à corps et à cri. Et tu boiras ton euphorine au goulot. Oh non! Oh non! Oh, qu'est-ce que tu as dit? Oh, de l'euphorine. C'était de l'euphorine que tu me donnais. Chip, Jeannette, mais tu aimais ça, alors quelle différence la faisait-il? Écoute-moi, nous allons... Oh, Al. Al. Qu'as-tu fait? Allons, calme-toi. Je vais à la pharmacie, Vogue, et je reviens. Oh non. Non, c'est inutile. Il est trop tard. Mais tu es folle, ma chérie. Al. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Oui. Oh oui, tu le sais bien. Quoi que tu apprennes sur moi. Et je sais tout de toi. Oh non. Oh non, tu peux pas savoir. Oh, si seulement je t'avais tout dit. Peut-être que ton amour aurait été assez fort. Peut-être... Jeannette, qu'y a-t-il? Conduis-moi auprès de mes sœurs. Elles sauront ce qu'il faut faire. Pas pour moi, mais pour... Jeannette. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Jeannette. Docteur Faubourg. Quoi? Que se passe-t-il? Écoutez-moi. Il faut que je vous fasse confiance. Je sais que vous ne pouvez pas prendre d'engagement formel, mais je ne pense pas que vous me dénoncerez à mes compatriotes. Au fait, mon ami, au fait. Vous connaissez Jeannette comme votre poche, puisque vous l'avez examinée. Jeannette. Ah oui, Jeannette Rastignac. Oui. La Lalita. Oui, je la cache chez moi. Ah, je le sais. Quoi, vous le savez, comment cela? Aucune importance. Vous avez des ennuis, hein? Sinon, vous ne seriez pas venu me chercher. Elle est très malade. Elle croit qu'elle va mourir. Je vous accompagne. Où est-elle? Par ici. Venez. Dans cette chambre. Hein? Depuis combien de temps est-elle malade? Une quinzaine de jours, je crois. Hein? Je ne peux même plus soulever ses paupières pour examiner ses yeux. La calcification de l'épiderme est sérieusement avancée. La calcification? Est-ce grave? Je ne vous mentirai pas, Al. Nous ferons le maximum, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Son cas relève du service de chirurgie du docteur Cuteau. Si nous pouvons extraire les œufs avant l'éclosion,
On peut inverser le processus et la tirer d'affaire. Les œufs? Et quels œufs? Je vous expliquerai plus tard. Prenez-la par les épaules. Moi, je vais la prendre par les pieds. Doucement, attention. Voyez-vous, dans l'état de rigidité où elle est, nous n'avons pas besoin d'un brancard. Phobo, pourrez-vous nous cacher quand elle aura été opérée? Ne vous inquiétez pas. Les terriens ne vont pas tarder à être trop occupés pour se lancer à votre poursuite. Asseyez-vous, Hal. Vous allez vous épuiser à marcher ainsi de long en large. Vous savez, cela risque d'être encore long. Marcher me calme les nerfs. L'atmosphère de cet hôpital... Dire que tout cela aurait pu être évité. Si j'avais su que la Lalita vivait avec vous, j'aurais sans doute deviné pourquoi vous vouliez de l'euphorine. Mais il n'y a que 2 jours que je suis au courant. Et le projet terrien... Le projet terrien, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous en parler pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous connaissons votre plan visant à empoisonner l'atmosphère de notre planète, en la saturant de molécules antiglobines. Il y a quelque temps, j'aurais été horrifié en vous entendant, Phobo. Maintenant, ça m'est bien égal. Et vous ne voulez pas savoir comment nous avons découvert cette machination? Mais si. Eh bien, vous avez éveillé nos soupçons lorsque vous nous avez demandé des échantillons hématologiques. Ah, n'oubliez pas que nous avions lu vos manuels historiques. Nous avons donc accepté de vous remettre ces spécimens de sang. Mais par méfiance, ce n'est pas notre sang que nous vous avons donné, mais celui d'un animal dont les hématies recèlent du cuivre, et non du magnésium comme le nôtre. Alors notre virus est inefficace? Naturellement. Un instant, Hal, je vous prie. Allô? Ici le docteur Phobo. Oui, très bien. Faites-les monter. Nous allons avoir de la visite, Hal. Macnef, accompagné de 2 Udzit. Ils seront là d'une seconde à l'autre. Ici? Mais comment ont-ils pu deviner? J'imagine qu'ils disposent de moyens dont ils n'ont pas jugé bon de vous parler. N'ayez aucune crainte. Ici, ils ne peuvent rien contre vous. Innommable dégénéré! Vous allez être mis au fer. Et de retour sur la terre, vous serez présenté aux foules comme le pire exemple de traître perverti Oh, vous qui avez subi le Grand Est, vous qui êtes censé être d'une pureté absolue, avoir désiré un insecte, avoir copulé avec un insecte. Quoi? Puis-je me permettre, Sandalphon Macnef, de vous faire remarquer que votre classification zoologique manque quelque peu de rigueur. Il ne s'agit pas de la classe des insectes, mais de celle des chordatés pseudarthropodés. Quoi? Que dites-vous? Taisez-vous, laissez-moi parler. Sandalphon, connaissez-vous Jeannette Rastignac? Chib! Yarrow se figurait que nous n'y verrions que du feu. Si intelligents que soient les irréalistes, ils commettent toujours une erreur. Et son erreur est d'avoir interrogé Turnboy sur les Français qui se sont enfuis de la Terre. Nous l'avons fait surveiller. Notre agent a remarqué qu'il achetait 2 fois plus d'épicerie que nécessaire, et nous n'avons pas tardé à savoir qu'il cachait une femme dans son appartement. Ce ne pouvait pas être une femme vogue. Pourquoi se serait-elle dissimulée? C'était donc une humaine. Mais comment se trouvait-elle sur Osagen? Turnboy a donné la réponse. Les Français avaient débarqué ici, et cette femme était leur descendante. Mais comment avez-vous su que cette humaine n'était pas une humaine? Oh, je voudrais m'asseoir. Turnboy! Toujours Turnboy! Il a eu une conversation, la semaine dernière, avec un médecin vogue qui avait examiné la Lalita avant qu'elle ne prenne la fuite. Or, Turnboy connaissait l'histoire de l'évolution de l'homme sur Osagen. Hal, avez-vous lu le livre de Wenai? Non. Ce livre retrace l'histoire de cette évolution. À l'époque où l'homme osagénien était encore une sorte de ouistiti insectivore, le groupe familial comprenait, outre les femelles de l'espèce,
celle d'un autre embranchement. Extérieurement, ces ancêtres des Lalita semblaient être des mammifères, probablement assez proches de l'aspect physique des préhominiennes. Mais la dissection aurait révélé une nette filiation avec les pseudo-arthropodes. Bisexuée à l'origine, la Lalita devint exclusivement femelle et dépendit du mâle d'une autre race pour assurer la perpétuation de l'espèce. À mesure que l'homme accédait à des formes d'êtres supérieurs, la Lalita l'accompagnait dans son évolution. Et on peut dire qu'elle est l'exemple de parasitisme mimétique le plus parfait que nous connaissions, ce qui lui permit de s'intégrer parfaitement dans les sociétés préhumaines. Il ne lui était donc pas très compliqué de donner le change, sauf lorsqu'elle était enceinte. Alors, elle mourait. Oh, quelle horreur! Ah, c'est douloureux, mais c'est réel, comme dirait notre ami Macnef. En tout cas, l'introduction de l'alcool au temps primitif modifia radicalement leur situation, car il les rendait stériles et par la même occasion immortels. Abstraction faite, et évidemment, des accidents, des maladies ou des assassinats. Non, vous voulez dire que Jeannette aurait vécu? Et à jamais? Oui. Oui, elle aurait pu vivre des milliers d'années. Les Lalita ont une longévité de cet ordre. Et de plus, elles ne subissent aucune dégradation physique et demeurent à l'âge physiologique de 25 ans. Docteur. Qu'y a-t-il? Puis-je vous parler en particulier? Mais certainement. Que dites-vous, là? La bête est-elle déjà morte? Al, vos larves, enfin je veux dire vos filles, ont été extraites. Elles sont en incubateur, elles mangent bien, et elles vivront. Et Jeannette? Elle est... Ah, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé, Al, si vous n'avez pas une idée claire de la méthode de reproduction sans précédent des Lalita. Pour se multiplier, il faut que la Lalita soit contaminée à l'âge de la puberté par une autre Lalita adulte. Car la contamination est nécessaire à la transmission des gènes. Des gènes? Oui, des gènes. Et puisque les Lalita ne peuvent recevoir de gènes des mâles humains, elles sont obligées d'échanger entre elles le matériel héréditaire. Mais comment? Exactement comme s'il s'agissait de bacilles infectieux. Toutefois, l'homme est indispensable comme trait d'union. C'est lui qui donne au bébé ses caractéristiques faciales. Et par quel miracle? Eh bien, quand la Lalita a des rapports sexuels avec un homme, une série de changements d'ordre électrochimique se produisent au niveau des nerfs photokinétiques au moment de l'orgasme. Des nerfs photokinétiques? Oui. J'en ai jamais entendu parler. Seuls les Lalita en ont. Prenant racine dans la rétine, il gagne l'utérus que l'on peut considérer comme une chambre noire de la matrice. C'est là que la photographie du père est biologiquement développée et apposée en quelque sorte sur la face de ses films. Vous entendez? Al, vous entendez? Vous avez engendré des larves, une progéniture d'insectes, et ils seront à votre image. Vous voyez maintenant pourquoi Jeannette voulait que la lumière reste allumée. Et pourquoi elle vous a raconté qu'elle était alcoolique. Si elle prenait suffisamment d'alcool avant la copulation, les nerfs photokinétiques, extrêmement sensibles à ce liquide, étaient paralysés, et elle ne risquait pas d'être enceinte. Mais lorsque vous avez remplacé l'alcool par de l'euphorine, sans savoir ce que cela provoquerait... Oui, quelle ironie! On a bien raison de dire que la mort est la rançon de l'irréalisme. Ce qui est triste, c'est que la mère doit mourir. Il y a quelques centaines de millions d'années, quand un pseudo-arthropode primitif était prêt à l'éclosion qui avait lieu dans la matrice, une hormone spéciale était sécrétée, qui calcifiait la peau et faisait de la mère une tombe matricielle. La Lalita devenait une coquille. Les larves dévoraient ses organes et ses os amollis par décalcification. Quand les jeunes avaient rempli leur fonction de larves, à savoir manger et grandir, elles entraient dans une période de repos et se métamorphosaient en nymphes. Alors, il ne leur restait plus qu'à briser la coquille, là où elle était le plus fragile.
c'est-à-dire au niveau de l'abdomen. Ah, taisez-vous! Pardonnez-moi, Hal. J'essaie simplement de vous faire comprendre pourquoi Jeannette estimait impossible de vous expliquer sa véritable nature. Ah, elle vous aimait, Hal, mais elle croyait que si vous connaissiez son appartenance à un autre embranchement du règne animal, séparé de vous par des milliards d'années d'évolution, bien vous vous détourneriez d'elle avec horreur. Oh non, je l'aurais quand même aimée. Immondice abyssale! Comment pouvez-vous supporter votre être, maintenant que vous savez avec quelle monstrueuse ignominie vous vous êtes unis? Macnef, voyons. Ça suffit! Utique! Assurez-vous de cet être qui se prétend un homme et copule avec des insectes. Allez! Ah non, lâchez-moi! Bravo! Bravo, Hal! Frappez plus fort! Là, dans le ventre! Maintenant à nous deux, Macnef. Vous m'étranglez! Arrêtez! Voyons, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Aussi je peux. Ça a toujours été mon rêve. Pornsen. Je veux dire Macnef. Qu'est-ce que c'est, Phobo? Ce que j'attendais, Hal. Nous avions pris des mesures pour le cas où vos intentions à vous autres terriens n'eussent pas été aussi amicales qu'elles paraissaient l'être. Dès que le Gabriel s'est posé, nous avons commencé à creuser une sape. Depuis quelques jours à peine, la gigantesque cavité sur laquelle il repose est bourrée de poudre. Vous l'avez fait sauter? Non, je ne le pense pas. En vérité, notre intention n'était pas de la détériorer, car nous souhaitons l'étudier. D'après nos calculs, les ondes de choc transmises par les plaques de blindage devaient tuer toutes les personnes présentes à bord. Mais vous devriez vous y rendre tout de suite. Si l'explosion a seulement étourdi les officiers de garde, et s'ils reviennent à eux, ils appuieront sur un bouton qui mettra le feu à une bombe H et à 10 bombes au cobalt. De quoi anéantir jusqu'au dernier habitant de cette planète. J'imagine que nos forces ont d'ores et déjà envahi l'astronef. Ici le docteur Phobo. Oui. Tout le personnel du Gabriel est mort sur le coup. Bien. J'arrive pour les vérifications. Je dois vous quitter, Hal. Je vais donner des ordres pour qu'on enferme cette vermine. Quant à vous, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Je crois que c'est ce que j'ai souhaité toute ma vie. La liberté. Mais que me reste-t-il maintenant? Je n'ai plus personne. Mais il vous reste encore beaucoup, Hal. Vous avez vos filles, dont il faut vous occuper. D'ici peu, on les sortira de la couveuse. Elles ont fort bien supporté d'avoir été prématurément extraites. Ce seront de beaux bébés, aussi proches de vous que n'importe quel enfant humain. Après tout, elles vous ressemblent. Dans une version féminine, naturellement. Que les gènes agissent par des moyens cellulaires ou photoniques, quelle différence? Et n'oubliez pas que Jeannette avait des sœurs, toutes jeunes et belles. Nous parviendrons à les retrouver.